C'est un de vos produits, ça? Ouais, non, Liquid Death, on a investi dedans. C'est une marque qui a lancé de l'eau en canette, qui vaut aujourd'hui 1,4 milliard, qui va IPO l'année prochaine probablement. Wow. Un succès marketing extraordinaire. Mais pourquoi c'est si génial? Qu'est-ce que c'est de l'eau, quoi? Parce qu'en fait, tu vois, imagine-toi, t'es un festival de musique avec plein de potes, tout le monde boit de la tequila et toi tu conduis. Tu vas pas prendre ta bouteille d'évian qui signale que c'est la fin de la partie, tu vois, t'es avec ça, tu passes inaperçu, tu te sens inclus. Ce qui a bien marché, parce que moi je pensais que Hélène était sous tequila depuis le début de la truc. J'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir, il est de retour, Gary von Brandelier. Il n'est toujours pas en Belgique, mais il est toujours belge. Il est à San Francisco. Il nous revient. Ça faisait un petit bout de temps qu'on t'avait pas vu, Gary. On est super content de te revoir. Je suis ravi d'être là. Et puis on a Hélène Leperson aussi qui nous revient. C'est la deuxième fois. C'est ton deuxième Silicon Carnet. Tu fais partie de la bande maintenant, Hélène. Ouais, merci. Super accueil, très chaleureux. Je reviens. Tu te sens bien, ça va? Tout le monde est gentil avec toi? Tu me le dis, hein, si ouais. Quelqu'un n'est pas gentil. Hein. Parce que, justement, en parlant de pas gentil, on a le grand méchant professeur qui est avec nous cette semaine. Pierre Gobil, je vous demande d'accueillir El Professeur. El Professor, Vater der Papa, jetzt gib mir das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. Il faut qu'on parle, les amis, du podcaston. Parce que je suis harcelé par le podcaston qui me dit Carlos, t'as pas participé l'année dernière, il faut vraiment que tu participes cette année. Cette initiative qui s'appelle le podcaston, où là vous allez voir tout un tas de podcasteurs en France qui remplis de bons sentiments qui vont vous demander d'aller participer au podcaston en donnant à des associations et l'idée c'est que chacun choisisse une association à soutenir. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce truc-là et je voulais vous en parler avec vous, mais moi j'ai pas choisi une association parce que je me sens pas capable de dire à mon audience, qui d'ailleurs n'est pas mon audience, à l'audience, d'aller aider une cause ou une autre. Alors, je vous invite vraiment à aller sur le site du Podcaston. Il y a 450 associations qui sont référencées, qui participent à cette opération. Vous avez peut-être envie d'en soutenir une. Moi, mon message, c'est de dire, allez soutenir les associations qui font un travail remarquable sur le terrain, mais je suis pas là pour vous dire laquelle il faut aller soutenir. Je suis certain que parmi le public, il y a des libéraux, des libertariens, des communistes, peut-être même des fascistes, et on n'a pas du tout les mêmes idées politiques. Et donc, je suis pas là pour vous dire qu'il faut soutenir telle ou telle cause. Donc, allez soutenir des causes. À moins que vous, là, vous ayez envie de dire il y a une cause particulière que vous avez envie ou un sujet sur lequel vous voudriez qu'on insiste. Et puis on le fait déjà. Gary, on avait parlé avec Angie, nous avait parlé de cette association. Rappelle-nous le nom de cette association. L'association s'appelle Qu'est-ce qu'il y a? K-E-S-K-I-A. Voilà. Alors plus que d'en parler, dans Silicon Carnet, on va plus loin que simplement d'en parler et de dire de soutenir, puisque je l'ai appris, hein, c'est toi, hein. Bravo, félicitations, Gary. Explique-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Les ASF, quoi, en fait, et tu vas les recevoir, c'est ça? Ouais, c'est exact. Donc, en gros, c'est NJ qui en a parlé. Moi, je connaissais pas cette association. NJ en a parlé sur le premier épisode qu'on a fait ensemble. Entre-temps, on avait vu sur LinkedIn qu'ils avaient réagi, c'est trop cool, on parle de nous dans un podcast, et ils avaient dit tiens, on passe à SF en avril, pourquoi pas se rencontrer? Et du coup, je les ai recontactés ici en mars. Je leur ai dit bon, vous venez toujours en avril. Si vous venez en avril, vous êtes les bienvenus à la tour ici à Salesforce Tower. On va pas essayer de leur vendre des produits Salesforce. C'est vraiment juste leur montrer, c'est chouette. Il y a une super vue depuis la tour et juste leur montrer un peu qu'est-ce qu'est la tech ici dans les alentours.
Donc voilà, donc ça va se faire. Donc comme quoi. Ben merci Gary de faire ça, quoi. C'est génial. Et puis de donner un peu de reconnaissance à ces gens. Elle nous explique qu'est-ce qu'il y a. Le projet, c'est en fait une association qui aide, notamment dans les quartiers défavorisés, des jeunes à avoir des projets à base d'IA et qui les soutient et qui leur apporte aussi plein d'outils, de trucs comme ça en fait, pour qu'ils puissent utiliser l'IA pour fabriquer des startups ou même simplement des projets informatiques. Et donc on les salue, c'est nos chouchous. Je pense pas qu'ils soient dans la liste du podcaston. Donc voilà, ben si vous avez envie d'aider, qu'est-ce qu'il y a, allez-y quoi en fait, ou autre chose quoi en fait. Faites ce que vous voulez, donnez quoi, mais pas à nous de vous dire à qui donner quoi en fait. Voilà, c'était le message de Silicon Carnet et longue vie au podcaston. Ça y est, je suis un podcasteur politiquement correct. Cette émission peut commencer. Bon, alors cette semaine dans Silicon Carnet, encore plein de sujets. Je pense que cette émission, elle va être longue. Je sais pas pourquoi. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Non, mais il y a plein de sujets dont j'aimerais parler avec vous cette semaine. Il y a bien évidemment l'actualité avec le département de justice américain qui poursuit Apple. Tout le monde en parle ici dans la Silicon Valley. On va revenir sur cet épisode qui a eu lieu jeudi dernier et faire le point sur ce nouveau procès sur la tête de Apple. C'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. Mais ça dit pas mal de choses sur justement des choses qui bougent ici dans la Silicon Valley et j'aimerais aussi parler d'un deuxième sujet. On va parler politique cette semaine dans Silicon Carnet parce que il y a un sujet qui m'a interpellé où je lis de plus en plus de choses sur une forme de droitisation de la Silicon Valley. Je trouve le sujet super intéressant. Et c'est Marion Moreau en France qui avait fait un post sur LinkedIn. Elle faisait écho à un article de Mediapart sur le sujet qui, lui, par contre, s'interroge pas. Hein. Lui, eux, ils sont par contre absolument persuadés de la chose. On va en parler dans Silicon Carnet. Alors, est-ce que la Silicon Valley est de droite ? C'est le sujet que j'aimerais évoquer avec vous. On a plein de choses à dire là-dessus. On a pas mal bossé le sujet et puis on essaiera aussi d'apporter non pas simplement un éclairage politique et technologique, mais aussi peut-être un éclairage un petit peu philosophique. Et puis en fin d'émission, si on a le temps, c'est vraiment pas garanti parce que je pense que la conversation va être intense. On va parler de l'entrée en bourse de Truth Social. Trump qui vient de rendre public son réseau social Truth et apparemment l'action décolle. Comme quoi tout est possible. Il y a encore des miracles aux États-Unis. Go yourself. Alors premier sujet, je le disais en introduction, jeudi dernier, le ministère américain de la Justice a porté plainte contre Apple pour violation des lois antitrust. Alors plus précisément, l'affaire porte sur la façon dont Apple a utilisé son écosystème iPhone pour construire un monopole, quoi. En fait, hein, c'est ça qui est aujourd'hui reproché à Apple. Le ministère de la Justice reproche à Apple de bloquer tout un tas de trucs, notamment les super apps, des services de streaming. Tous les outils de messagerie qui sont multiplateformes comme Telegram, Signal, etc., etc. Alors c'est pas la première fois que Apple prend un procès sur la tête. Hein, je crois que c'est la 3e fois en 14 ans. J'avais fait un peu de recherche. C'est la 3e fois que le DOJ, comme on dit ici aux États-Unis, va essayer de rendre Apple coupable, puisque les 2 premières fois il n'y est pas arrivé. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette fois la plainte a été déposée dans le New Jersey. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que c'est là que Samsung a son headquarter, et que le New Jersey a instruit déjà par le passé plusieurs plaintes, notamment dans le domaine de l'antitrust, et que le DOJ a toujours gagné. Donc on sent bien que les mecs, ils ont envie de gagner cette fois, et ils ont choisi le New Jersey, ils n'ont pas choisi Washington ou New York comme d'habitude, ils ont choisi le New Jersey. Première réaction, petit tour de table. Cette plainte du DOJ contre Apple, elle était attendue. Donc, je suppose qu'elle ne vous surprend pas. Mais pour vous, est-ce qu'elle est légitime ? Je sais pas, c'est légitime. Moi, j'ai pas l'impression. C'est toujours pareil. C'est pas d'abord la première entreprise qui se prend une plainte. Je vous rappelle que Facebook, Google et Amazon sont aussi assujettis à des plaintes du DOJ. Donc, il y a un peu un espèce de mouvement assez classique. On sait que tout ce qui est antitrust aux États-Unis, c'est toujours un truc un peu sensible. La seule boîte qui a été démantelée, ça a été Bell, donc AT&T à l'époque. Donc là, il s'attaque à Apple. Gros morceau, hein.
énorme morceau, avec en fait l'argument de fond, si les gens veulent comprendre l'argument de fond, c'est de dire en fait, est-ce que Apple a mis le consommateur, parce que l'angle d'attaque qu'ils ont pris, c'est le consommateur. Est-ce qu'ils ont mis le consommateur dans une telle position qu'en fait, il ne peut plus sortir? Et typiquement, leur argument, c'est de dire, si je détériore le service, autrement dit, le produit est moins bon qu'avant, est-ce qu'ils perdent des clients ou pas? Et s'ils ne perdent pas de clients, l'argument du DOJ, c'est de dire, ça veut dire qu'ils ont une situation de monopole et qu'ils ont enfermé leurs clients dans un système. Alors, ça, c'est l'argument. Moi, je trouve que ce qu'il faut réfléchir, c'est d'une part, des entreprises comme Apple, comme Salesforce, comme toutes les grandes entreprises du monde, il faut comprendre que ils ont généralement un produit vache à lait. Un, pas deux. Même une entreprise automobile, vous prenez Peugeot, la 2008, ou je sais plus quel est le numéro, c'est le produit qui réalise les profits de l'entreprise. Pour Apple, c'est l'iPhone. Et le DOJ s'attaque à l'iPhone en disant, c'est une situation de monopole sur l'iPhone. Si on tue l'iPhone d'Apple, on tue Apple. Alors, soyons très clairs, parce que c'est le poumon de Apple, c'est l'iPhone, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si le DOJ s'attaquait à Google, aux AdWords de Google. Exactement. Ouais. Et donc, si on tue l'iPhone, en fait, il faut bien comprendre que Apple essaye d'autres choses en parallèle. On a tous vu avec Vision Pro, avec tous les produits qu'ils ont pu sortir, même le Mac, etc., le smartwatch, etc. Mais ça ne représente rien par rapport à la puissance de l'iPhone aujourd'hui. Donc, si tu veux s'attaquer à l'écosystème de l'iPhone, qu'ils ont, de mon point de vue, parfaitement développé, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui interagit parfaitement avec les autres produits Apple, qui rend l'expérience utilisateur extraordinaire. Si maintenant on demande à Apple d'ouvrir cet écosystème à d'autres marques, on risque de rendre l'expérience utilisateur moins bonne et donc de pénaliser l'expérience iPhone. Donc pour moi, c'est quand même, on s'attaque au pilier d'Apple et je suis pas du tout certain que ça soit légitime et que 2, ça fonctionne. Hélène, de ton côté? Ben ouais, on a l'impression qu'ils veulent tuer Apple, qu'ils veulent le démanteler, que c'est leur rêve, que en fait, il faut savoir que les jurys spécialisés dans l'antitrust, il y a pas une meilleure proie que Apple, la première valeur capitalistique au monde. Et est-ce qu'ils sont droits dans leurs bottes, dans leurs arguments, est-ce qu'ils sont légitimes? Je vais te dire rendez-vous dans 10 ans, parce qu'en général, ça dure 10 ans, un procès comme ça, et ça ne fait que commencer. Il y a quand même pas mal d'arguments qui sont d'ores et déjà très légers. Quand ils amènent l'argument de citation de Steve Jobs, il est plus là pour expliquer ce qu'il était censé vouloir dire ou ce qu'il avait derrière la tête au moment de ses citations. Il y a plein de choses qui sont discutables. Hier soir, j'en parlais avec ma fille de 16 ans. Elle me dit, mais est-ce qu'ils ont pas autre chose à foutre? Est-ce qu'il y a pas des problèmes plus graves dans le monde que ça? J'ai dit ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Je pense pas que aujourd'hui un consommateur qui a besoin en fait de connecter, parce que c'est ça, c'est des outils qui nous permettent de rester connectés au monde, a l'obligation absolue de prendre un iPhone. Après, c'est des produits qui sont super bien faits, qui sont addictifs parce qu'ils sont super bien faits et parce qu'ils ont été conçus en pensant avant tout aux gens qui allaient les utiliser. Et donc ils ont bien fait leur boulot. Ouais, ils ont bien fait leur boulot. Ok. Gary, de ton côté? Moi, je pense qu'en tout cas, l'histoire des lois antitrust, je pense que c'est important. Après ça, le truc ici, c'est que Apple ils ont toujours fait des produits qui étaient super bien foutus pour leurs consommateurs, pour leurs utilisateurs. Je pense qu'ils ont été poussés ça trop loin parfois sur certains. Ils se cachent derrière le fait que on a une super expérience, donc on va pouvoir. C'est leur argument. C'est leur premier argument. Donc pour certains trucs, effectivement, le digital wallet par exemple, tu peux te dire c'est quand même un truc un peu bizarre là. Mais en général, si tu veux pas être dans le domaine, si tu veux pas utiliser de ton iPhone, tu vas juste acheter un téléphone Android et puis c'est réglé. Je veux dire, t'es pas captif d'Apple. Donc je trouve que pour le consommateur, au final, les avantages que tu reçois en ayant un système qui est vraiment bien designé couvre le fait que tu peux pas utiliser ton digital wallet comme tu le veux. Ok, fine. Et si tu veux vraiment faire ça, tu vas sur Android. C'est plus ouvert, mais tu vas te retrouver aussi avec plein d'apps qui ont vraiment une drôle de tronche, quoi. Moi, je suis d'accord avec Gary. Moi, je pense que les utilisateurs d'iPhone restent sur iPhone, non pas parce qu'ils sont bloqués par Apple, mais juste parce que le produit est bon, quoi, et qu'ils n'ont pas envie de switcher sur un autre produit. D'ailleurs, je vous montre ces stats qui sont super intéressantes.
c'est Mark Versten dans l'Hacienda qui les a partagés. C'est le switch justement des utilisateurs de iPhone vers Android ou de Android vers iPhone. La réalité, c'est quoi? C'est que il y a 14% d'utilisateurs d'Android qui arrivent sur iPhone depuis Android. Et quand on regarde de l'autre côté, c'est simplement 4%. Et effectivement, ces produits sont disponibles sur le marché de façon libre. Et en même temps, quand on regarde aussi la deuxième stat que je vous montre là, il y a quand même une grosse stickiness en fait des utilisateurs, que ce soit d'ailleurs sur iOS, 94%, c'est énorme, de gens qui utilisent iOS restent sur l'iPhone, mais c'est quand même 91% sur Android. Donc là aussi, il y a une forme de polarisation. On voit de la polarisation. Ma fille, elle appelle de la calcification partout aux États-Unis, y compris sur les propriétaires de téléphones. Quand t'es un Mac fan, quoi, tu restes Mac longtemps. Mais c'est vrai aussi sur Android, visiblement. Pour l'anecdote, moi j'ai essayé en fait, parce que je m'étais dit effectivement, faut pas mourir idiot. Je vais passer de mon téléphone iPhone à un Android, et je l'ai essayé. J'ai fait ça pendant 2 ans, je pense. Et au final, je suis retourné sur Apple, alors que je suis pas un Apple fanboy. Je veux dire, les smartwatches, j'en ai une, je l'utilise jamais. Les AirPods, j'aime pas du tout. J'aime bien le téléphone en soi, voilà. Et en fait, c'est un peu ça le truc, c'est qu'au final, est-ce que t'es captif? J'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est que l'expérience, elle est super bonne. Et puis, si tu utilises certains autres produits, oui, effectivement, ça devient de mieux en mieux. Si tu utilises iCloud, c'est sûr qu'avoir un iPhone, c'est 2 fois mieux. Si tu utilises Google Drive, plutôt peut-être Android. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu regardes, les différences sont pas gigantesques, mais suffisantes pour te dire en fait, c'est bouger toutes mes données, changer tout mes mots de passe, etc. Le switch cost, il est énorme. Le switch cost, il est énorme. Je l'ai fait une fois, je le fais pas une deuxième fois. Go yourself. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce que ça, c'est un truc, je suis sûr qu'en France, personne ne sait ça, mais il y a ce qu'on appelle alors on va en parler avec Von Brandelier, qui est avec nous, puis c'est ce qu'on appelle le Bruxelles Effect. Ah, je connais ça. Ah, tu connais ça, le Bruxelles Effect. Donc, mais il y a effectivement un discours, ici, dans la Silicon Valley, qui dit qu'en fait, les États-Unis sont en train de s'aligner sur l'Europe pour... l'Europe, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle a décidé, à défaut de pouvoir innover, de casser en fait et de réguler les entreprises de la Silicon Valley. Alors vraiment, c'est la risée ici dans la Silicon Valley. Tout le monde se fout de la gueule de l'Europe en disant, je vous lis quand même des trucs que j'ai lus sur Internet. L'Europe ne construit rien et rien ne les oblige à consommer des produits américains. Donc en gros, Thierry, t'es gentil, mais t'arrêtes de nous les casser, quoi, grosso modo. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Les États-Unis, ils ne comprennent pas que la Commission européenne fasse chier qu'en fait les boîtes de la tech, parce que eux sont incapables de fabriquer des produits, et que grosso modo la Commission met en place des réglementations ultra protectionnistes qui sont faites là pour punir les géants américains de la tech et pour essayer de réanimer en fait une industrie de la technologie. Je cite ce que disent certains Américains ici dans la Silicon Valley, une technologie européenne qui est déjà morte, quoi. Grosso modo, pour eux, c'est comme ça qu'ils nous voient, quoi, en fait. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est pas parce que tu pètes la gueule au premier que toi, qui es dernier, va être aussi bon que le premier l'était, quoi. En fait, c'est un petit peu ça, et qu'il y aurait un alignement, notamment entre la Commission européenne et l'État de Californie. Ça, c'est évident. Il semblerait qu'il y ait même un ambassadeur de la Commission européenne caché dans un bureau ici dans la Silicon Valley, qui mettrait au point des stratégies avec l'État de Californie pour s'aligner ensemble avec Bruxelles. Et ça a un nom, on commence à parler du Brussels Effect, qui est une sorte de axe du mal, quoi, en fait, entre Bruxelles et Sacramento. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On est dans du délire ou sincèrement, les gens le pensent véritablement que l'Europe a signé un pacte avec l'État de Californie et plus largement avec Biden qui veut péter en fait les grandes entreprises de la tech? Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que on n'a jamais eu autant besoin de réguler certaines choses dans la tech qu'aujourd'hui. Et que donc, il est un peu logique que les États s'en mêlent alors qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout critique. Donc aujourd'hui, notamment avec les AI, on peut en parler tant qu'on veut, mais
Il y a besoin de faire des choses. On va pas être d'accord, mon coco. Je sais. Non. Donc, moi, je pense que les États prennent conscience de ça. Je dis pas qu'ils le font bien. Je pense qu'il y a des choses à faire qui sont fondamentales pour protéger les démocraties. Bon. Donc ça, ils en prennent conscience. Ils le font mal, de mon point de vue, mais ils en prennent conscience. Et donc, il y a un réveil des Américains qui se disent, waouh, ce truc est d'une puissance extrême, il faut faire quelque chose. Donc c'est plus ça qui se passe de mon point de vue, plus qu'une histoire de gros sous, de machin ou de ce que tu veux. C'est vrai que l'Europe, si elle régule les Américains et qu'elle les fout dehors, on n'a rien pour les remplacer, donc ça sert à rien. Si, vous avez des Nokia, vous allez pouvoir reprendre votre Nokia. Oui, on va reprendre des Nokia et on a du fromage aussi. Ouais. Mais ça s'arrête là. Donc si tu veux, pour moi le problème il est que je pense que les États prennent conscience que sans régulation, il peut y avoir un danger sur la stabilité démocratique du monde. C'est tout ce qui se passe. Gary. Alors moi de nouveau l'histoire du pacte, etc. J'en sais rien. Ça me paraît un peu théorie du complot. Ce qui me semble plus réel, c'est qu'en fait, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un besoin de réguler sur certains points. Je pense que ça c'est primordial, et tout à fait sur l'AI et sur plein d'autres trucs. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la big tech et les gouvernements, qui est vraiment pas un équilibre facile à trouver. Et le deuxième point, c'est par contre, ce qui se passe beaucoup, et ça je le vis au quotidien dans mon boulot, c'est que dès que tu as une loi en Europe qui est passée, qui est souvent assez restrictive, ça devient la loi pratiquement mondiale. Et on voit l'exemple RGPD. Genre 1 an et demi, mon boulot c'était il faut tout le temps parler RGPD ou GDPR en anglais. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, il faut regarder les produits, est-ce que ça fonctionne. Et en fait, c'était fou parce qu'on voyait une loi européenne qui, entre-temps, a changé tout à fait la façon dont on navigue sur le web. Et là, parfois, effectivement, c'est beaucoup de gens avec des bonnes intentions, mais c'est implémenté de manière très mauvaise. Un exemple flagrant, c'est qu'ici, je crois que c'est encore pire en Europe, mais ici, maintenant, à chaque fois que tu vas sur un site, on te demande si tu veux accepter les cookies, pas accepter les cookies, lesquels cookies tu veux, etc. La plupart des gens, ils n'ont aucune idée de ce que c'est un cookie. Et donc, t'as de plus en plus de clics. Et donc maintenant, on dit, OK, le consommateur, attention, fais attention aux cookies, choisis bien ton cookie. Et donc maintenant, tu choisis. Donc, surtout qu'aux États-Unis, ils sont déjà obèses. Donc voilà, donc il faut beaucoup les cookies. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est un peu là, OK, il y avait pas moyen de faire ça un peu. Et de nouveau, ça retombe un peu sur le truc d'Apple. Le mec, il est américain, il est là, mais moi, je veux bien un cookie. Moi, je veux bien un cookie, je le mange. Non, mais du coup, c'est ce côté, de nouveau, on pense à une loi, on pense à un truc qui était probablement positif pour le public. Mais l'implémentation, ça devient un truc catastrophique au niveau user experience. Et c'est exactement ce que Apple ne veut pas. Dans leurs produits aussi, c'est la même chose. C'est de nouveau le même truc. C'est quelqu'un décide, et puis tu te retrouves avec une user experience de merde. Et là, c'est la même chose pour les produits Apple ou pour les lois et pour leur implémentation. Les lois sont nécessaires. L'implémentation est souvent assez mauvaise. Hélène, l'Europe, c'est l'emmerdeur public numéro 1 ici, dans la Silicon Valley? Écoute, je ne sais pas. Je pense que si les États-Unis s'inspirent de plus en plus de l'Europe, il y a deux phénomènes. Il y en a un qui est très conjoncturel, qui est les élections, et que c'est quand même, je pense, beaucoup stimulé par le besoin de certains de se positionner comme le défenseur du consommateur. Et stimulé par des enjeux de pouvoir. Puisque c'est ce qu'on va regarder derrière, mais la tech prenant de plus en plus de pouvoir, je pense que les politiques et les gouvernements essaient de s'organiser pour essayer de limiter ce pouvoir. À tort, à raison, avec une bonne ou une mauvaise implémentation, je sais pas, mais bon, je pense qu'il y a un gros sujet de qui a le pouvoir à la fin. C'est le choc des titans. On en parle dans la prochaine section de Silicon Carnet. L'occasion de se poser la question de savoir si la Silicon Valley penche à droite. Go yourself. Alors, est-ce que la Silicon Valley penche à droite? Je voulais parler de ce sujet parce que je lisais ce post de Mario Moreau qui, elle s'interroge en fait sur ce sujet-là. Elle fait écho notamment à cet article de Mediapart. Je sais pas si je devrais parler d'article. Pour ma part, c'est plus un torchon qu'un article, mais bon, ça c'est mon point de vue. Et aussi à la sortie du livre de Kara Swisher, qu'on connaît bien ici dans la Silicon Valley, qui sort son nouveau bouquin Burn Book. J'en fais un peu la promo. Je sais pas si je devrais, mais bon, c'est pas grave. Un vrai pamphlet, en tout cas contre la Silicon Valley. Et c'est vrai que dans l'inconscient des gens ici. Et dans le reste du monde, la Silicon Valley avait jusqu'à présent une image capitaliste, certes, mais plutôt libérale et progressiste.
Et c'est vrai que ça a toujours été le cas. J'aimerais bien qu'on revienne un peu d'ailleurs sur cet élément historique, cette chronologie, cette histoire en fait de la Silicon Valley, parce que ça a une explication quand même. Je sais pas si les gens la connaissent quoi en fait, donc on va en parler. Mais il y a toujours eu une sorte de contre-culture qui s'est toujours opposée à l'establishment, et la Silicon Valley a toujours été synonyme de disruption, d'innovation, d'une forme de rébellion qui a toujours cherché à challenger le status quo, etc., etc. Et là aujourd'hui, ça change quoi, en fait. Il y a et puis de cette couleur un petit peu libérale, progressiste, très Biden oriented, qui avait fait 75% lors des dernières élections ici à San Francisco et dans la baie. C'est plus vraiment le cas. On entend des discours un petit peu alternatifs, hein, et je comprends qu'on puisse se poser la question. Alors, je vous propose de faire un petit peu d'histoire pour revenir un petit peu depuis les années 70. La Silicon Valley, elle s'est créée d'abord, et San Francisco en particulier, qui n'est pas forcément la Silicon Valley telle qu'elle est. Et San Francisco aujourd'hui, c'est la Silicon Valley. C'était pas le cas avant la Silicon Valley. C'était vraiment South Bay, et c'était pas la ville de San Francisco était un petit peu en dehors de cette histoire-là. Mais à San Francisco est né dans les années fin des années 60, début des années 70, ce mouvement hippie qui a fait émerger cette contre-culture. D'ailleurs, au passage, signalons-le, qu'en fait, tout ce mouvement hippie, il a été initié par des petits gosses de riches, blancs, qui étaient issus d'une forme d'aristocratie, parce qu'il y a une vraie aristocratie, en fait, à San Francisco, de familles super puissantes, et qui, en forme de rébellion, à la fin des années 60-70, a lancé ce mouvement hippie. Et du côté de la tech, ça a aussi fait émerger, au milieu des années 70, ce fameux club, le Homebrew Computer Club, qui est devenu un peu une sorte de symbole. C'est en gros un lieu où on pouvait bidouiller de l'informatique. On a vu les premiers hackers, des amateurs qui partageaient un petit peu leur passion pour cette technologie émergente. Je pense que les gens, ils ont pas. Vous avez vécu, vous tous. Bon, Pierre est maintenant en France, mais il t'a vécu très très longtemps dans la Silicon Valley. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette époque-là, de ces années 70? Est-ce que ça fait partie maintenant de la légende, ou est-ce qu'il reste un petit peu quelque chose de ça? Est-ce que vous le sentez? Non, moi je pense que c'est fini depuis longtemps et que voilà, c'est terminé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de relents de cette époque-là, quoi. Il y a quelques hippies qui doivent sonner quelque part sur Haight-Ashbury, éventuellement, mais c'est à peu près tout. Donc non, je pense que le monde évolue, si tu veux, et la politique avec, les positions avec les opinions des gens aussi. Il y a peut-être encore un effet contre-culture plutôt de se dire, ok, on va changer le monde. Quand tu parles maintenant, la plupart des gens ici, ils disent qu'ils veulent avoir un impact sur le monde gigantesque, etc., etc. Donc c'est un peu ce contre-culture. Ok, le monde n'est pas comme il faut, on va le changer. Ça, c'est encore là. Le côté hippie et le côté en dehors de Power Flowers, c'est plus du tout. Ça a disparu depuis bien longtemps. Alors après, on est passé aux années 80. Alors là, c'est l'essor de l'ordinateur personnel. Donc là, c'est les années Apple, Microsoft, IBM. Donc là où il y avait vraiment une sorte de mélange. On sort du Homebrew Computer Club où c'était vraiment que de la bidouille, et on mélange la technologie avec le monde de l'entreprise, quoi. Grosso modo, il y a eu ce mariage-là, et c'est là qui sont apparues les premières startups qui naissaient dans les garages, etc., etc. Puis après, il y a les années 90, là, c'est les dot-com, c'est la révolution Internet. Et je dirais que là, vraiment, est apparu le fric, quoi. Vraiment. Parce que ces entreprises des années 80, leur enjeu, c'était de faire du chiffre, C'était de vendre des ordinateurs, parce que sinon, elles pouvaient pas survivre. Alors, avec les dot-com, là, sont apparus les VC, qui ont injecté énormément d'argent là-dedans. Après les années 2000, c'est l'émergence des technologies Web 2.0. Moi, j'ai senti dans ces années-là qu'il y avait une sorte de résurgence, de réapparition d'un peu de contre-culture, en disant ouais, mais l'individu peut reprendre le pouvoir. Ce qui était quand même l'idée aussi du Homebrew Computer Club, quoi. C'est-à-dire de dire que on sort des mainframes, l'individu peut s'équiper d'un personal computer et faire des choses par lui-même, etc., etc. Et on a retrouvé un petit peu ça dans les années 2000 avec le Web 2, avec une pensée qui est beaucoup plus collaborative, machin, etc. Mais ça n'a pas résisté dans les années 2010, puisque ces géants ont dû changer leur business model et ont complètement, il y en avait pas d'autre que la publicité, et qu'on a vu apparaître là des géants, des leaders,
qui ont commencé à manipuler en fait les algorithmes pour faire plus de thunes, quoi, en fait, grosso modo. Et je pense que c'est là que le problème a commencé. Et c'est d'ailleurs à cette période, je sais pas si toi t'es d'accord, Gary, tu me disais quand on préparait cette émission que t'étais pas entièrement d'accord, mais moi je pense que c'est à cette période, fin des années, dans les années 2010, fin des années 2000, que quand les démocrates sont arrivés au pouvoir en 2009, il y a eu cette émergence de la culture woke, et que ils ont cherché une sorte de coupable idéal, et que comme les entreprises de la tech s'étaient largement fourvoyées avec cette manipulation des algorithmes, des biais et du non-respect de la data, des trucs comme ça, ils ont trouvé dans les géants de la tech le coupable un petit peu idéal. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que pour moi, c'est à ce moment-là que ça s'est passé la transition? Pour moi, la transition, elle s'est passée un peu plus tard. En fait, quand tu regardes après, c'est mon expérience. La première fois que j'ai entendu le mot woke, c'était peut-être il y a 3 ans, un truc dans le genre. Avant ça, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y avait déjà des déséquilibres. Et il y avait déjà beaucoup de choses à changer dans le monde. Et le Covid a accéléré tout. Et a exacerbé tout. Et du coup, tu t'es retrouvé de plus en plus avec des extrêmes dans tout, en fait. Et c'est pour ça que tu regardes même, il y a plein de familles qui ont été très impactées par même le débat sur le Covid. Après, c'était le débat sur que les écoles, faut les ouvrir, pas les ouvrir, etc. Et tout était passé à un extrême où tu devais être d'un côté ou de l'autre. Et je trouve que c'est un peu après cette période-là que maintenant on se retrouve de plus en plus dans cette espèce de domaine où autant en politique que dans plein d'autres sujets, tu dois être absolument à un extrême ou à un autre, parce que si tu es au centre et si tu es un peu neutre, ou si tu as envie d'avoir plutôt un débat et un compromis, oulala, c'est pas possible ça. Et ça, je trouve ça vraiment triste à voir. Trump a électrisé le débat aussi, c'est-à-dire qu'en étant extrême, il pousse chacun dans leur retranchement et incite tout le monde à prendre par la suite des positions extrêmes. Donc mais ce qui est intéressant avec Trump, c'est que les démocrates avaient déjà commencé avant, même si le début du mandat d'Obama, il y avait une sorte de connivence entre le monde de la tech et Obama, ils se prenaient dans les bras, tout allait bien, etc. Sur la fin du mandat d'Obama, ça a commencé à se détériorer. Trump a aussi pointé du doigt aussi le monde de la tech. Aujourd'hui, il peut pas voir Meta, il considère que le pire ennemi du peuple, c'est Facebook. C'est pour ça qu'il a créé tout Social, etc., etc. Donc, en gros, on est aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est, on est dans un techlage complet. C'est que c'est même la société, on a tout le monde. Alors là, la tech, la Silicon Valley, elle a tout le monde contre elle, à part les gens de la Silicon Valley peut-être, et encore, quand on voit Kara Swisher, elle a fait tout son business sur la Silicon Valley, elle réagit quand même super violemment à ce monde de la Silicon Valley, mais aujourd'hui, les régulateurs, les militants de gauche, les militants de droite, même le public, pointent du doigt ces géants de la tech, et il y a tout un délire sur la désinformation, le capitalisme de surveillance, l'érosion de la démocratie, ça c'est un truc dont tu parles régulièrement, toi Pierre, dans ces trucs-là. Moi, je pense pas que les médias sociaux en soient pour quelque chose, j'ai un point de vue différent là-dessus. Et on arrive à un stade où tu as un Zuckerberg qui arrive devant le Sénat, on en avait parlé, vous vous en rappelez, qui est obligé de s'excuser, quoi, en fait, quoi. C'est-à-dire et là, on se dit qu'effectivement, les wokistes ont pris le pouvoir, ils ont gagné cette bataille-là. En tout cas, on a aujourd'hui des géants de la tech qui font rêver plus personne, quoi, en fait, et qui sont les coupables désignés, quoi. La question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que les entrepreneurs sont politiques ? Et qu'est-ce qui se passe à partir de ça ? Donc, je vais essayer d'être le plus court possible, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que le miroir de l'entrepreneur, c'est le marché et la performance. Et le miroir du politicien, c'est l'opinion publique et la presse. Avec beaucoup de lèche-bottes dans tout ça. La conséquence de ces deux miroirs, elle est hyper importante à comprendre, c'est que quand on est entrepreneur, on admet se tromper. Parce que c'est le marché qui te le dit. Quand on est politique, on est tout le temps dans la justification. Moi, ce qui m'horripile avec les politiques, c'est qu'ils sont jamais dans l'admission de l'erreur, ils sont toujours dans la justification. Et quand ils ont tort, ils disent souvent que ceux d'avant n'ont pas fait mieux. Voilà. C'est leur gros argument.
Donc, tu vois, c'est un peu long. Et donc, la conséquence de ça, qui est importante à comprendre, c'est que l'entrepreneur est connecté à la réalité et que le politicien est déconnecté de la réalité et qu'il est souvent dans le mensonge. Alors maintenant, à quel moment on a un équilibre entre l'entrepreneur et la politique? Mais l'équilibre entre l'entrepreneur et la politique, il se fait au niveau de la régulation. L'entrepreneur se pose la question, quelles sont les lois auxquelles je dois me soumettre, les lois du travail, les lois de ce que tu veux, quels impôts je vais devoir payer, c'est ça qui va l'intéresser. Et mon intime conviction, c'est que l'entrepreneur moderne voit le politicien comme potentiellement nuisible. Pour plusieurs raisons. Et je vais pas être sympa avec des politiciens, mais je m'en fous. La première, c'est que c'est des gens qui n'ont aucune vision. Aucune. Ils sont ras des pâquerettes. La deuxième, c'est qu'ils ont une incompréhension absolue de ce qu'est la tech. La troisième, et ça fera pas très plaisir à beaucoup de gens, c'est que ils sont profondément incompétents quant à l'économie, et c'est encore plus vrai en Europe. Et la quatrième, c'est qu'ils sont beaucoup moins smart. Autrement dit, quand on est smart aujourd'hui, on est entrepreneur, on n'est pas politicien. Donc, si tu veux, ils voient tout ça en disant, waouh, ces gens qui ont le pouvoir, un pouvoir puissant, peuvent être extrêmement nuisibles à ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des lobbies. Alors, il y a un lobby qui est noble, qui est je vais éduquer le politicien, puis il y en a un qui est moins noble, qui est je vais le manipuler ou je vais le corrompre. D'accord? Donc, le point de vue de l'entrepreneur, c'est de contrôler le côté nuisible du politicien. Maintenant, si on regarde le point de vue du politicien, lui, sa came, c'est le pouvoir. Le seul truc qu'il veut, c'est le pouvoir. Le reste, il n'en a rien à foutre. Les gens, ils sont fous. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et donc, le problème du lobby, c'est que ça allait bien. Ça faisait un peu jeu démocratique, c'était sympa. Et ce qui a changé fondamentalement avec l'apparition des géants de la tech, c'est que la tech a pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, pas politique, un pouvoir culturel, un pouvoir médiatique, ils ont racheté tous les journaux, un pouvoir technologique. Rappelez-vous aujourd'hui que c'est plus la NASA qui envoie des fusées dans l'espace, c'est SpaceX. Et un pouvoir financier. Ils ont une plateforme financière qui est gigantesque. Et là, que dit le politique? Il dit, oh là là, ils sont en train de manger mon pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les régule. Et on diabolise. On utilise l'opinion publique pour diaboliser les gens. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais fondamentalement, l'entrepreneur, il s'en fout du politique, il veut même pas y toucher. Ah bah complètement. C'est un truc horrible, il veut surtout pas y aller. Donc c'est ça la situation. La situation, c'est que le politique a le sentiment de perdre son pouvoir parce que la tech est devenue très puissante. Mais pourquoi est-ce qu'on dit, j'entends, super démonstration, je suis d'accord à 70% de ce que tu as dit, je reviendrai sur certains points, mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, aujourd'hui, je vous pose la question à Hélène et à Gary, qu'il y a un virage vers la droite d'une certaine partie de la Silicon Valley? Le constat de Pierre, il est implacable. Je pense t'as absolument raison et tu fais la bonne analyse du truc. Mais est-ce que ça fait partie de la diabolisation, justement, de cette volonté de diaboliser la tech, qui est de dire, regardez, c'est toute une bande de Trumpistes libertariens, etc., alors qu'en fait, de toute façon, c'est pas le cas de façon générale, et on pointe du doigt toujours les mêmes. On pointe Musk, Peter Thiel, et quelques autres, quoi. Hélène? Bah, complètement. Comme les géants de la tech ont le pouvoir, comme le dit Pierre, ils ont la possibilité de s'exprimer librement. Et ça, aujourd'hui, ça énerve énormément les politiques que des gens comme Elon Musk et la liberté de parole finalement et osent aller ou Andreessen osent aller contre la pensée unique. Et donc ça les énerve. Donc ils sont attaqués encore plus. Et comme ils sont attaqués, ils réagissent. Moi, je pense qu'il y a un effet de balancier. Plus ils se font attaquer, plus ils prennent la parole pour exprimer leur point de vue et ne pas se laisser faire. En fait, c'est une forme de défense. Donc oui, ils sont pas beaucoup plus à droite qu'avant. Il y a cette fameuse illustration de Musk qui dit moi, voilà. J'ai toujours été au centre, c'est juste que la gauche est partie tellement à gauche que maintenant on a l'impression que le centre s'est déplacé et que je suis plus près de la droite, mais moi j'ai jamais bougé depuis des années. C'est Musk qui dit ça. C'est Musk qui dit ça et je pense que c'est très vrai, ils sont simplement en train de réagir
aux attaques des politiques qui ont peur pour leur pouvoir. C'est complètement ça. Moi, ce que je trouve, c'est qu'en venant ici aux US, et c'était il y a 6-7 ans, pour moi, on m'avait toujours dit la droite européenne, c'est la gauche des US. Et après, t'as encore plus la droite américaine qui est vraiment l'extrême droite. La réalité, en arrivant au fur et à mesure, c'est qu'on se retrouve plutôt à, d'une certaine manière, j'ai pratiquement l'impression que les démocrates se sont dit, en fait, en Europe, ça marche quand même pas si mal, là, l'histoire d'aider les gens, le chômage, etc. Donc, on va faire encore mieux, mais on va le pousser beaucoup plus loin. Et on va vraiment montrer qu'on va faire un truc, et ça, vraiment à l'américaine, on va faire un gros truc, on va faire 2 fois plus mieux que tout le monde. Mais en fait, quand tu regardes les démocrates, je trouve qu'ils font pas un boulot extraordinaire aux US. Ils arrivent pas à copier le système européen pour beaucoup de choses. Quand tu regardes le niveau les soins de santé, c'est une catastrophe ici. En fait, et puis les Américains n'en veulent pas du modèle européen, ils en veulent pas. Ouais, mais en gros, tant que t'as un boulot ici, ça va. Mais si t'as pas de boulot ici, t'es foutu. Mais le système bancaire, il est nul. Le système des soins de santé, il est nul. Et donc, il y a vraiment un énorme travail à faire là-dessus. Mais entre-temps, au lieu de se faire ce travail-là, ils ont commencé à faire un travail de dire, bon, ok, on a des sujets qui sont beaucoup plus tabous, où on va te dire comment tu dois réfléchir. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très énervants. Il n'y a pas vraiment de débat. Et donc, je trouve qu'effectivement, il y a eu cette espèce de gauche qui est passée de plus en plus à l'extrême. Et donc, fatalement, de plus en plus les gens se disent attends, il y a un équilibre à trouver là, et je pense que c'est assez sain d'un autre côté, on retrouve l'équilibre. D'un autre côté, quand les gens vont trop loin, on va retourner à un moment à se dire attends, on a peut-être été un peu trop loin, on va revenir un peu plus à un équilibre qui a plus de sens. Là où par contre je suis pas du tout d'accord, c'est que par exemple quand tu regardes Meta, je pense qu'ils ont eu un impact gigantesque sur les élections. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point la tech a du pognon et du pouvoir et de l'influence. Et que si on laisse ça sans contrôle, malgré le fait que je suis assez d'accord que les gouvernements font pas toujours les meilleurs trucs, si tu laisses ça sans contrôle, on est foutu. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre gouvernement et big tech, parce que si tu laisses l'un ou l'autre décider pour tout le monde, c'est la cata. Il y a aussi un autre élément, je suis d'accord avec Gary totalement sur ce qu'il vient de dire, il y a aussi un autre élément sur ce côté politique, c'est la remise en cause du capitalisme. C'est-à-dire que on a vécu un moment pendant lequel le capitalisme est le système le meilleur qu'on ait jamais trouvé. Le communisme est le système le plus sanguinaire qui ait jamais existé. Il y a 80 millions de morts à cause du communisme. Donc le capitalisme est le système le plus stable, le plus pacifique qu'on ait pu inventer. Qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il n'est pas parfait. Même s'il n'est pas parfait, absolument. J'ai pas dit qu'il était parfait. Mais c'est le plus stable qu'on ait trouvé, c'est le plus évident. Aujourd'hui, on a quelques dérives capitalistes incontestables, et ces dérives, elles sont essentiellement dans la tech. C'est pour ça, rappelle-toi, Carlos, nous n'étions pas d'accord, je me suis fait traiter de communiste sur le dernier Silicon Valley, quand je disais que il faut arrêter ces dérives, parce que si on continue à avoir des dérives de ce type-là, où on a des gens qui sont devenus hyper riches, et une classe de la population qui ne l'est pas, on met en danger la démocratie. Et si tu veux, ce qui se passe, c'est que la tech exacerbe ce côté un peu néfaste du capitalisme, où en fait on est devenu dans des excès qui sont pas acceptables aujourd'hui, et donc elle devient un peu celle vers qui on pointe, en disant, regardez, le capitalisme, c'est ça. C'est Musk, c'est Apple, c'est Meta, etc. Donc c'est ça le danger. Il est vrai, incontestablement, que l'exploitation du capitalisme qui a été fait par la tech, aujourd'hui, est toxique. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on a besoin de rééquilibrer le monde. Moi, je suis régalien, Je suis pas communiste, je suis pas gauchiste. Non, je dis, t'es un chevènementiste. Je te l'ai dit, t'es un chevènementiste. Dans le sens où je pense que, en tant que société, on doit pouvoir ensemble protéger tout le monde sur des sujets régaliens que sont la sécurité, la santé et l'éducation. C'est ma conviction. Je dis pas qu'il faut être d'accord avec moi, c'est ma conviction. Maintenant, ce que fait la gauche aujourd'hui, ils sont devenus absurdes, illisibles, fous. C'est un système qui a complètement pété un câble. En France, c'est dément. D'ailleurs, le PS n'existe plus. LFI, c'est des tarés. Il n'y a plus rien. On a encore des communistes en France. C'est hallucinant. Alors non, mais il y a surtout la cancel culture qui est vraiment là, en fait. Bien sûr, je vous donne un exemple pour illustrer ce que tu es en train de dire, Pierre, parce que c'est le bon moment d'en parler de ça. Vous avez vu que Neuralink a annoncé qu'ils avaient installé une puce dans le cerveau d'un jeune homme de 29 ans qui est paralysé, et ils ont fait une vidéo qui est absolument géniale. Moi, quand j'ai vu la vidéo, mes yeux se sont mis à
pétiller. Je me suis dit putain, c'est génial, c'est incroyable, etc. Où ce mec explique que ben voilà, ça y est, maintenant il est un peu comme doté de la force dans Star Wars, quoi. Il peut contrôler des choses par la pensée, et on le voit qu'il joue aux échecs, il contrôle une souris, il joue à Civilisation. Ça faisait des années qu'il n'avait pas joué à Civilisation et que maintenant il pouvait jouer à Civilisation. Mais moi, je me suis dit, c'est génial quand j'ai vu ce truc-là. Ben, guess what? La réaction, en fait, des lefties, c'est-à-dire de cette ultra-gauche, elle a été ultra négative. Tout ça, pourquoi? Parce que Neuralink, ça appartient à Musk, et que Musk a pris des positions contre les lefties, et que on arrive donc à un stade aujourd'hui, c'est ça ce que j'essaye d'expliquer, c'est que l'innovation est devenue suspecte, parce que elle est soi-disant démoniaque, parce que son créateur, pour moi, c'est l'effet inverse de Oppenheimer. On avait des gens qui étaient soi-disant de bonne morale, qui fabriquaient une bombe atomique qui était absolument, qui a été horrible pour l'humanité. Et maintenant, on a une sorte d'inversion de la morale. C'est-à-dire que grosso modo, on a des gens qui fabriquent des trucs géniaux, mais qu'on considère comme dangereux, et donc on refuse même le progrès et l'innovation sous prétexte qu'il est porté par des gens qu'on qualifie sous forme de cancel culture, quoi. C'est vraiment de la cancel culture, de suspect. Je pense que sur Neuralink, si je peux dire un truc là-dessus, autant la vidéo je la trouve incroyable, et je pense que c'est absolument hallucinant ce qu'ils ont fait, c'est fabuleux. Je pense qu'il y a une dérive, par contre, il faut faire super gaffe. Et honnêtement, je le souhaite pas pour moi ni pour mes enfants. C'est à partir du moment où on commence à mettre des chips dans des gens qui sont tout à fait en bonne santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on te dit bon voilà, t'achètes plus un iPhone, on va aller te changer ta chip. C'est pas une chip, ça? C'est une certaine chip, mais moi c'est externe et tu l'as choisi d'une certaine manière. Je trouve que c'est. Mais que je la porte dans ma poche ou sous ma peau. Ouais, moi j'avoue que je serais pas du tout. C'est non merci. Et j'ai un peu peur de ça. C'est que j'ai un peu peur que la dérive qui peut arriver, c'est que justement, tu regardes à gauche, à droite, tu fais merde, tout le monde a la chip. Je vais devoir y passer aussi. Et ça me fout les boules, honnêtement. Mais par contre, de là à dire que ce qu'ils font, c'est terrible ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est super, c'est incroyable techniquement, c'est incroyable ce qu'ils font. Pour ce mec, ça change sa vie. Mais attention, et de nouveau, c'est toujours ce côté, c'est qui contrôle ce truc, c'est qui le pousse. Mais voilà, c'est les balanciers. Il faut que la tech continue à innover et avancer, et il faut, comme le disait Pierre, des régulations qui cadrent tout ça. En fait, je crois qu'on n'est pas sur la droitisation de la Silicon Valley, on est obligatoirement dans de la politisation. Parce que qui a le pouvoir, tu vois, qui propose une vision, qui fait rêver, voilà, et c'est un peu ça ce qui se passe. C'est que je pense qu'il y a aussi un autre truc, Hélène, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est que je pense aussi que ce petit groupe dans la Silicon Valley, qui est un petit groupe, certes très libertarien, qui prend des positions vraiment contre la gauche, c'est vrai, clairement contre l'ultra woke, contre les fervents de la cancel culture et de toute une partie. D'ailleurs, je ne dis pas des démocrates, parce que je pense que les démocrates ne sont pas à mettre dans ce panier-là. C'est vraiment ces ultra-lefties qu'on a. C'est un petit groupe. Ils se rebellent aussi contre autre chose. Pas simplement contre l'establishment, mais contre la Silicon Valley elle-même. Parce qu'ils considèrent qu'une partie, et notamment les leaders de la Silicon Valley, Google en tête, Microsoft et toutes ces grosses boîtes, sont rentrés dans l'establishment. C'est-à-dire que quand on regarde, et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a une sorte de biais. Ils sont inquiets de voir une forme de cancel culture, de pensée unique, qui s'est complètement installée à la fois sur les médias, au sein des médias sociaux, comme Meta ou Google, et on l'a vu avec Gemini par exemple, quand tu demandes à faire des images à Gemini, mais aussi au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'aliénation, quoi, en fait, ils se disent, voilà, moi j'ai pas une idéologie qui correspond à celle du parti, et je ne peux plus l'exprimer aujourd'hui dans la Silicon Valley, parce que sinon je vais être cancel. Et donc là aussi, c'est encore une fois une sorte je pense qu'il y a un petit groupe dans la Silicon Valley qui dit basta, quoi. En fait, il y en a marre de ça. Nous, on cherche un peu plus d'hétérogénéité et moins de politiquement correct et de pensée unique, parce qu'elle existe aujourd'hui, cette pensée unique, y compris dans la tech. Je pense qu'il y a un autre problème, qui est que en fait la technologie a énormément complexifié le monde.
Avant, on vivait dans un univers, nos parents par exemple, qui était plutôt simple. On avait quelques certitudes, on avait des gens qu'on connaissait, et on était capable de comprendre à peu près ce qui se passait autour de soi, et ça allait bien. Arrive le fait qu'on ouvre le monde grâce à la technologie. On pouvait réparer son aspirateur. On pouvait réparer son aspirateur. Et là, c'est pas qu'une question d'aspirateur, c'est une question d'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas. C'est pour ça que je suis un anti-réseau social à mort. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas. On ne sait plus où est la vérité. On sait plus, on comprend plus le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on comprend plus le monde? Les gens ont besoin de comprendre. Et donc, eh bien, ils vont vers les extrêmes. Parce que les extrêmes, c'est quoi, essentiellement? C'est donner des réponses simples à des problèmes complexes en disant, la droite, c'est l'immigration le problème, la gauche, c'est le capitalisme le problème, et on est content avec ça. Mais c'est en fait le problème, il est là, c'est qu'en fait, le monde est complexe, on ne l'accepte pas, et on ne sait pas gérer ça. Et il y a une vraie responsabilité des démocrates, cette fois-ci au sens démocrate, au sens démocratique, des partis démocratiques, qui n'ont pas su éduquer les gens. Je pense que l'éducation, c'est une des seules solutions qu'on peut avoir aujourd'hui, mais ça prend du temps, malheureusement. Qui n'ont pas su éduquer les gens à cette complexité, et qui, en fait, les gens maintenant ont peur, et quand on a peur, on devient extrême, ou gauche, ou droite. Et il y a autant de violence d'un côté que de l'autre, et c'est quelque chose qui fait peur, parce que ça devient une majorité aujourd'hui. C'est pas le rôle des entrepreneurs de la Silicon Valley de maintenir un système social qui fonctionne. Leur rôle à eux, c'est de monter une mode qui performe, qui gagne de l'argent, et qui capture des marchés. Faut pas demander à des gens de faire autre chose. C'est le rôle de l'État de faire ça, mais il le fait pas. Ouais, mais je pense que Musk, justement, il parle pas trop de ça, quoi. Tu vois, il se met pas trop dans cette. Quand on entend Musk, on n'entend pas Sundar Pichai, quoi, en fait, de Google, quoi. Tu vois, il est un peu différent, Musk, et parce que lui, il a ce côté politique dans le sens où il propose une forme de vision. Enfin, il essaie pas de la vendre, sa vision, mais il en propose une, d'aller sur Mars, de faire remarcher des gens qui ne peuvent plus marcher, etc. Et il y a un côté gourou, je pense, où et pour revenir, les gens, ils ont besoin de comprendre, mais ils ont besoin de croire. Mais il y a aussi une forme de supériorité, Hélène, là-dessus. C'est-à-dire que Musk, il est capable de dire, de toute façon, si Tesla marche pas, le monde est mort. Il l'a dit, il a dit, en fait, en gros, il faut que Tesla marche, parce que sinon, on est dans une merde noire. Donc, il se pense véritablement que c'est lui le sauveur, le sauveur de l'humanité. En fait, j'aimerais vous proposer une approche un petit peu plus philosophique, en fait, de la question. On sort du champ politique, mais moi, je pense que la Silicon Valley, elle cause problème au public et à l'establishment, et notamment à la classe politique, parce que à l'inverse, et je crois que tu l'as un peu dit, Pierre, tout à l'heure dans ta démonstration qui était brillante, elle a une idée très précise du futur. C'est-à-dire qu'elle sait à quoi le futur va ressembler, et elle sait que ce futur est possible si on s'en donne les moyens. Et comme tu as dit, Hélène, elle a les moyens, en fait, de ce futur-là. Et donc, quand on croit au progrès, en fait, c'est le progrès, en fait, croire au progrès, c'est invoquer un futur d'une façon crédible et sexy, et c'est exactement ce que fait la Silicon Valley, ce que la classe politique est incapable de faire. D'ailleurs, pour revenir en France, la French Tech, ça a été exactement ça. La French Tech, ça a été à un moment où la classe politique n'avait pas de discours très intéressant à proposer, notamment aux entrepreneurs, et elle a phagocyté, en fait, les entrepreneurs de la tech pour avoir un discours sur l'avenir, sur le futur, la Startup Nation, machin, des trucs comme ça, qui était possible et sexy. Alors, et quand tu dis Musk, c'est exactement ça ce qu'il fait. Il invoque le futur avec quelque chose de sexy et de crédible. On va sur Mars, on va équiper les gens paralysés, on va rendre la planète plus verte, etc., etc. Je pense que il y a une classe dans la Silicon Valley, et c'est pas Google, c'est pas Microsoft, c'est pas ces mecs-là, mais il y a une petite caste dans la Silicon Valley. Sam Altman en fait partie certainement, de gens un petit peu gourous, comme tu dis, Hélène, qui sont capables d'invoquer le futur. Et qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est capable d'invoquer le futur. Je pense qu'il y a 2-3 trucs là-dessus. Un, c'est que, et by the way, je suis pas du tout un Elon Musk fanboy ou quoi que ce soit, donc, mais il faut quand même avouer que le mec, malgré qu'il a tous ses penchants et qu'il fait un peu peur sur certains points, il a quand même achevé pas mal de sa vision sur des
dizaines d'années. Pour rappel, SpaceX a été démarré, je pense, en 2002, si je me trompe pas. Honnêtement, la première fois que j'avais vu ça, je me dis, tiens, comment il va arriver à faire ça, j'en sais rien. Il s'avère qu'aujourd'hui, SpaceX envoie quand même pas mal de roquettes et de satellites, etc. Et c'est des visions à long terme, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans le gouvernement en général. La preuve, c'est le changement climatique est très mal géré, parce qu'en fait, la politique, en général, ils voient sur 2 ans, plus ou moins, et puis ils se disent bon voilà, je serai réélu ou pas réélu, et puis voilà. Et donc et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce que leur incentive, c'est quoi? C'est ok, je dois me faire leur réélire. agenda, leur calendrier. Non, c'est juste leur succès va être mesuré sur l'opinion publique, sur d'autres trucs. Donc ils doivent faire en sorte. Mais moi c'est pire que ça, Gary. Moi je dis que c'est pire que ça parce que la classe politique, si tu écoutes le discours aujourd'hui, la promesse de la classe politique, c'est même pas à 2 ans. C'est de nous expliquer que c'était mieux avant. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui leur projet, on a un Musk qui nous envoie dans le futur. Alors on adhère pas, machin, etc. Mais on trouve pour certains le truc sexy. Et t'as une classe politique qui elle nous renvoie dans le passé en nous disant mais regardez, avant on n'avait pas tous ces problèmes. C'est de la connerie, comme dit Pierre. C'est les extrêmes qui font ça et qui simplifient en fait les problèmes. C'était pas mieux avant, hein, d'ailleurs. Hein. Dans les années 70, on n'avait pas régulé l'automobile et il y avait des centaines de milliers de morts en fait dans des accidents de voiture, des trucs comme ça. C'était pas mieux hein, avant. Hein. Il y a plein de choses comme ça qui marchent pas. Mais je pense que c'est ça le problème. Et je fais écho à ce que dit Hélène, c'est que c'est pas une question de droite et de gauche, c'est une question que la classe politique, l'establishment, n'a pas de projet d'avenir pour la population et le monde. Mais là où les gourous de la caste de la Silicon Valley, en tout cas ceux qui voient le futur, ils font l'exercice à moitié, selon moi, c'est que peut-être qu'eux, ils voient et qu'ils sont en train d'exécuter, mais ils racontent pas c'est quoi. Tu vois, ils le vendent pas, ce futur. Qu'est-ce qu'ils essaient de construire? Ils engagent pas autour de ça, et donc ça fait peur aux gens, et on est plutôt en rejet. S'il le faisait, il deviendrait politique. Et on rejoint là ce que disait Pierre, c'est s'il commençait à vendre un projet, à vendre une vision, il serait plus entrepreneur. Mais tu vois, est-ce qu'à un moment il va y avoir la rencontre des deux? Je sais pas, un nouveau modèle d'entrepreneur politique, peut-être c'est ça qu'il faut qu'on ait. C'est peut-être d'ailleurs ce que les gens ont acheté dans Trump à un moment, hein, parce que c'est avant tout un chef d'entreprise. Bon, à suivre. Je redis ce que j'avais dit une fois dans Silicon Carnet, mais c'est à propos de ce qu'on dit. Il y avait une chercheuse à Harvard qui avait dit, en fait, une démocratie, ça fonctionne avec 3 choses. Des entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée, des gouvernements qui régulent, et des contre-pouvoirs. Et il en avait cité 3, les médias, la justice et les syndicats. Donc c'est ça, un système qui fonctionne. Donc aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est pas parce que les entrepreneurs de la Silicon Valley ne font pas leur travail, ce sont les politiciens qui font pas leur travail. Et c'est les contre-pouvoirs qui sont véreux. Le contre-pouvoir, lui, fait très bien son travail, quoi, justement. Donc les entrepreneurs, ils font leur boulot, mais le régulateur, le gouvernement fait pas son travail, et les contre-pouvoirs non plus. Et on a besoin des deux. Je ne pense pas que les entrepreneurs de la Silicon Valley soient en capacité à gérer un social au sens d'une démocratie. C'est pas leur métier. C'est le métier des politiciens. Et on a besoin des politiciens pour le faire. Mais il manque d'éthique, il manque de vision, il manque de cerveau, quoi. Je suis désolé, mais ils sont quand même très rares les pâquerettes en ce moment, quoi. Mais est-ce que tu crois pas aussi que le régulateur, le politicien, et aujourd'hui c'est même d'ailleurs inscrit dans notre constitution, il y a un principe de base aujourd'hui qui est ce qu'on appelle le principe de précaution. Et là j'en reviens justement à tout ce discours sur l'IA, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire aujourd'hui si on n'a pas estimé les risques à l'avance de ce qu'on va faire. Et notamment, c'est le problème entre décélérationnistes et accélérationnistes aujourd'hui dans l'IA. C'est-à-dire que les accélérationnistes disent non mais attendez, le principe de précaution nous fait chier, on verra bien, parce que c'est impossible, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire, en fait, parce que tant qu'on l'a pas fait, on ne connaît pas la réponse à ce truc-là. Et que l'État aujourd'hui, et c'est ça qui empêche d'innover, quoi, en fait, parce que l'État et toute notre société, elle est drivée par la peur, par la conséquence des choses que l'on fait, en fait. Et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, et je pense que quand je vois, tu vois, des Musk, des Altman, on a l'impression de gens, justement, qui n'ont pas peur. Et c'est pour ça qu'ils sont différents du reste de la société. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont aucune peur, eux. Ils n'ont pas peur du futur. Moi, je me rappelle d'un truc, quand j'étais gamin, j'avais envie de vivre dans les années 2000. Tu vois, tu te rappelles, toi, Pierre, on fait partie des vieux, là.
Tu te rappelles de PIF, le magazine PIF? Il y avait une chronique dans le magazine PIF qui nous moi, j'avais pas le droit de l'avoir parce que c'était un magazine communiste et mon père m'interdisait de l'acheter. Ouais, mais nous, on était communistes. Et donc j'avais pas de gadget, on avait moi. PIF à la maison. Moi, j'avais Picsou, moi. Tu vois, c'est mieux. Et tu te rends compte, mais même les communistes, un magazine communiste t'expliquait, dans les années 2000, voilà ce qui va se passer, voilà comment est-ce qu'on va vivre. Alors, c'était assez délirant. Il y avait la voiture volante, machin, des trucs comme ça. Et tu lisais ça, tu refermais le magazine, tu dis ah putain, vivement qu'on soit dans les années 2000. Mais tu demandes aujourd'hui aux gens, est-ce qu'ils ont envie de vivre en 2050? Mais le futur, c'est le lieu de l'apocalypse en fait, pour les gens. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une sorte de délire de principe de précaution où chaque pas que l'on fait est un risque. Or, en fait, cette frange, cette caste de la Silicon, et je mets là-dedans d'ailleurs tous les GAFAM, etc. Tu dois le savoir, toi, Gary, qui bosse chez Salesforce. Chaque pas qu'on fait, qu'en fait, il doit être contrôlé. T'as bossé sur la blockchain et tout ça. Je me rappelle de ce que tu me disais, quoi. Qu'en interne, il y avait beaucoup de résistance. Attention, si on fait ça, ça va être très compliqué. Et que là, on a une caste qu'on qualifie de droite. J'en ai rien à foutre qu'elle soit de droite ou de gauche, mais qui justement nous propose un futur qui est, j'en sais rien, moi. En tout cas, tel qu'ils le décrivent, il est intéressant. Ça m'a rappelé une phrase de Kant qui disait que l'intelligence d'une personne se mesure à la quantité d'incertitudes qu'elle est capable de supporter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle est capable de ne supporter aucune incertitude. Et c'est pour ça qu'on régule et qu'on essaye de machin, etc., etc. Ces gens-là dont on parle, ils sont complètement, et c'est peut-être ça qui les rend très intelligents, justement, ils sont pleins d'incertitudes. Ils savent pas, mais ils y vont, quoi. Ouais, mais les politiciens, si tu veux, ils sont dans une situation où ils ne comprennent pas ce monde-là, et ils ont en face d'eux une opinion publique qui comprend encore moins ce monde-là, et ils sont supposés les protéger, et donc qu'est-ce qu'ils font? Système de précaution, on essaie de réguler, de faire des choses, et ils font un peu n'importe quoi parce qu'ils n'y comprennent rien. Il y a un énorme problème de compétence chez les politiciens aujourd'hui. Énorme. Gigantesque. Mais je pense aussi que l'establishment et les politiques, ce qu'ils veulent, moi j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent que la tech résolve les problèmes actuels, résolvent des problèmes du présent, en fait, qui ne sont pas eux-mêmes capables de résoudre. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à la tech, alors qu'en fait, pour moi, la tech, elle est faite pour définir un futur et pour rendre un futur meilleur. We're gonna make the world a better place. En tout cas, ils construisent un futur, ça ils le font, tu vois. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est que, encore une fois, j'aimerais qu'ils en parlent. C'est-à-dire que, tu vois, qu'ils arrivent à engager les gens autour de ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'on comprenne mieux où ils nous emmènent. Mais ils le savent peut-être pas eux-mêmes. Mais alors voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'ils le savent pas. Moi, je pense que je suis entièrement d'accord. C'est qu'ils ne le savent pas et ils ne veulent pas obliger les gens à les suivre. Ils disent, écoutez, nous on y va. Monte qui veut dans la fusée, quoi, en fait, quoi. Nous on y va, mais c'est pas un projet politique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'embarquer tout le monde, mais nous on y va là-bas, quoi. En fait, si vous venez pas et que vous avez, ils essayent plus de créer une sorte de fear of missing out, quoi, en fait, chez les gens, quoi, en fait. Et ils en ont rien à foutre parce qu'ils se disent, non, mais attends, moi je suis pas là, je suis pas le président, quoi, en fait, des États-Unis. Go yourself. Bon, super conversation, c'était génial. On a parlé de plein de choses. Je sais pas si un petit mot quand même sur Trump qui rentre en bourse. On l'a dit. Allez, enfin voilà, un vrai conseil d'investissement. Vous pouvez aller acheter la nouvelle société de Trump aujourd'hui fraîchement publique qui s'appelle Truth Social. Alors moi j'ai adoré le ticker. Le ticker c'est DJT, quoi, en fait. Bien évidemment Donald J. Trump, en fait. Donc, le mec, il renonce à rien, quoi, en fait. Alors, l'action a fait un bond de 56% à l'ouverture. Elle a atteint aujourd'hui $78. Ils ont même été obligés d'interrompre le cours parce qu'il y avait trop de volatilité, en fait, sur le cours de la bourse. Alors là, mais c'est formidable. Ça, il y a qu'aux États-Unis. Je rappelle que quand même, Truth Social, qui est un concurrent de Twitter, c'est-à-dire qu'on rappelle l'histoire, Trump, il s'était fait virer de Twitter et de Twitter, mais maintenant il est soi-disant revenu, mais il veut pas y aller. Mais surtout de Meta et de Facebook, quoi. Et il a dit, mais c'est pas grave, je vais créer mon propre réseau social. Alors,
ça marche pas vraiment. Il y a 494 000 monthly active users et en plus le nombre baisse chaque mois. Bon, pour petit mémoire, Twitter c'est 75 millions de monthly active users et Facebook c'est 142 millions aux États-Unis et ça fait 3,4 millions de revenus. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espoir pour plein de monde. C'est que si vous faites 3,4 millions de revenus, vous pouvez rentrer en bourse et avoir une valorisation puisqu'aujourd'hui la société est valorisée 11 milliards. Non, mais non, je ne vais pas crier. Bon voilà, merci les amis, c'était top. J'ai plein de matière, 1h44, je vais m'amuser à faire du montage maintenant. Ne coupe rien, tout était bon. Hein. Ouais, tout était bon. C'est comme dans le prochain. Non, prochain, on coupe rien quoi en fait. Pourquoi je m'emmerde à couper, tout est bon, non? Toujours. Allez, je vous embrasse, je vous aime les gars. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.